Il faisait froid dans le bureau du docteur Lamartine, même s'il y avait le chauffage. Mon cœur battait fort. Je savais ce qui arrivait. Il a regardé la feuille de mon dernier examen sanguin, l'air blasé. 2,6 grammes par litre, Madame Vasseur. C'est trop, bien trop. J'avais 71 ans, et chaque fois qu'il disait ces mots, j'avais l'impression d'être une écolière qui a mal fait ses devoirs. Je ne comprenais pas. Je faisais tout. Je prenais ma metformine comme il fallait. Je marchais. Je mangeais mes petites portions de fraises et de poires. Je ne trichais jamais. Mais mes chiffres continuaient de monter, comme une mauvaise nouvelle qu'on n'arrive pas à arrêter. 18 ans que je me battais contre ce diabète. 18 ans de piqûres, de panique. J'avais peur de la rétinopathie, cette chose qui vole la lumière petit à petit. J'avais peur de finir aveugle, moi qui avais passé ma vie à enfiler des fils de soie pour les robes des dames de Lyon. J'avais été couturière, 40 ans de patience, assise devant ma Singer, le bruit de la machine. C'était le battement de mon cœur. Aujourd'hui, mes mains tremblaient un peu, mais c'était la maladie. Le corps parle, comme on dit, et le mien criait. Le docteur s'est penché, fatigué. « Madame Vasseur, à votre âge, c'est difficile de contrôler l'insuline. C'est la vie. On ne peut pas tout contrôler. » Il me renvoyait chez moi, avec une nouvelle ordonnance et cette impression désagréable d'être un dossier sans espoir. Il ne voyait pas mes efforts. Il voyait juste une vieille femme qui ne tenait plus ses promesses. Je me sentais oubliée par le système, par la mutualité, par tout le monde. Ma seule famille, c'était ma fille, Sylvie, et Gérard, mon gendre. Je n'avais eu qu'elle. J'avais cousu jour et nuit pour payer ses études, pour qu'elle ait une belle vie. Elle avait réussi, ma Sylvie. Elle était devenue femme d'affaires. Elle portait de belles écharpes en soie. Mais quand elle venait dans mon petit T2 sur la Croix-Rousse, avec sa vue imprenable sur les toits de Lyon, son premier regard n'était pas pour moi. Il était pour la vieille cheminée, en marbre. « Maman, c'est fou ce que cet endroit vaut, » répétait-elle, caressant le marbre froid. « Ça pourrait nous aider tellement, Gérard et moi, pour la rénovation de notre maison. » Elle le disait gentiment, avec un petit soupir. Mais le soupir était lourd. Il était chargé d'une attente, d'une impatience. Je me sentais coupable d'être encore là. Je me sentais coupable que ma maison soit si précieuse et que je sois si inutile. C'était difficile de se dire ça, mais ma propre fille semblait compter les jours. Ces derniers mois, cette attente était devenue étrange. Mes chiffres ne cessaient d'exploser. Et pourtant, Sylvie prenait grand soin de moi. Elle venait presque tous les jours. Elle insistait pour cuisiner. « Tu es trop fatiguée, maman. Tu as besoin de repos. Laisse-moi faire la soupe. Laisse-moi te préparer un bon goûter. » Elle me préparait des salades de fruits, de grands bols de raisins, de mangues, de bananes. Des fruits excellents pour la santé, disait-elle. Des smoothies revitalisants le matin, pour les vitamines. C'était après ces repas-là que mon corps tremblait, que ma tête tournait. La semaine dernière, après un dîner qu'elle avait préparé, une simple soupe de légumes et une salade de fruits, mon glucomètre avait affiché 2,80 grammes par litre. J'avais failli vomir. Elle m'avait rassurée, m'avait dit que je devais stresser. Mais l'idée était venue. Une idée horrible, le genre d'idée qui fait honte juste à y penser. Je me rappelais ce café du soir. Elle l'avait servi. Je l'avais trouvé très, très doux. J'avais dit « Sylvie, c'est très sucré ». Elle avait souri. « C'est le lait d'amande, maman. Un nouveau produit. Ne t'inquiète pas. » J'avais bu. Après, j'avais eu très chaud. J'avais failli m'évanouir dans le couloir. Je ne pouvais pas croire ça. Non, ma fille ne ferait jamais ça. J'ai pensé que c'était ma paranoïa de vieille femme. Mon corps qui lâchait. Ma tête qui me jouait des tours. À mon âge, on voit les choses autrement, mais la folie, je n'en étais pas là. Je me disais que c'était une coïncidence. Mais les coïncidences étaient devenues trop nombreuses.
Je me sentais bien quand je faisais ma propre cuisine, simple, sans rien de superflu. Et puis, après son passage, après ses attentions, je devais m'allonger. J'étais faible, j'avais soif. C'était une torture lente et j'étais censée être reconnaissante. J'ai commencé à noter mes chiffres en secret. Un petit carnet caché sous la doublure de ma machine à coudre Singer. Je notais l'heure, ce que j'avais mangé, et le taux exact. Et tout était là, écrit noir sur blanc. Les taux les plus fous coïncidaient avec les plats de Sylvie, les jus de fruits, les bananes. J'étais terrifiée, mais je devais faire semblant de rien. Je devais faire semblant d'être de plus en plus faible. Un soir de novembre, j'étais couchée. Mes pieds me picotaient horriblement. J'avais failli tomber en rentrant de la pharmacie. Sylvie et Gérard étaient dans le salon, pensant que le silence dans ma chambre signifiait le sommeil. Je me suis levée sans faire de bruit, mes pieds diabétiques glissant sur le parquet froid. J'ai fait le tour pour aller aux toilettes, marchant comme une ombre. En passant devant la porte du salon, j'ai entendu leur voix. Gérard était nerveux, sa voix était pleine de rage. Elle est de plus en plus fragile. J'ai vu ses taux ce matin. C'est insoutenable. On ne peut pas attendre éternellement, Sylvie. Ça parlait de moi. Mon cœur s'est emballé. J'ai retenu mon souffle. Sylvie a répondu. Sa voix était calme, mais ce n'était pas la voix de ma fille. C'était une voix froide, celle d'une femme d'affaires qui conclut un mauvais marché. « Calme-toi, chérie. J'ai déjà pris mes dispositions. Je te l'ai dit. Plus ces chiffres montent, plus vite l'appartement sera à nous. Il suffit d'être un peu... patient. » J'ai senti mes mains trembler. Ce n'était plus le diabète, c'était la peur. Le froid m'a saisi jusqu'aux os. Disposition. Patient. Chiffres qui montent. L'appartement. Je n'ai pas pu entendre la suite. J'ai reculé, je suis retournée à mon lit. J'ai fixé le plafond sombre. Mon corps était lourd, ma bouche était sèche. C'est là que j'ai compris, au-delà de tout ce que je pouvais nier. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un plan. Ça remet les pendules. À l'heure, ma fille ne m'aidait pas, ma fille ne me soignait pas. Elle attendait que je meure pour prendre l'argent. Et elle faisait en sorte que ça arrive vite. Le diabète qui me tuait n'était pas seulement une maladie de l'âge. Il était entretenu. Il était orchestré. Le café étrangement doux de ce soir-là. La salade de fruits immense. Ce n'était pas de l'amour, c'était un acte. Un poison lent, déguisé en bonne intention. Je devais comprendre ce qu'elle me donnait pour survivre. Je devais la contrer. Mais comment me battre quand le bourreau était ma propre chair et que le poison venait de ma propre maison? Si j'ouvrais la bouche, elle dirait que je délirais. Je devais trouver un allié. Quelqu'un qui n'aurait rien à gagner à me voir mourir. Quelqu'un qui connaissait le corps, mais qui n'était pas lié au médecin pressé de l'hôpital. J'ai pensé au marché Saint-Antoine. Je pensais au monsieur Armand, celui qui vend des produits naturels. Il y allait chaque semaine, simple et honnête. C'était le seul endroit sûr. Le temps m'était compté. Je devais trouver une solution, et vite. Je ne pouvais plus attendre. J'ai passé la première semaine après ça comme si j'étais une morte vivante. La conversation que j'avais entendue, c'était comme si un couteau s'était planté juste là, dans la poitrine. Le choc m'avait fait plus de mal que 10 ans de maladie. Je me souvenais des mots de Sylvie. Plus ces chiffres montent, plus vite l'appartement sera à nous. L'appartement, mon T2 de la Croix-Rousse, le petit marbre froid qu'elle caressait. Il valait 450 000 €, on m'avait dit. C'était le prix de ma mort, le prix qu'elle m'avait fixé. Je devais faire semblant. Je devais continuer de jouer la vieille femme fragile, celle qui ne tient plus ses promesses. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La peur était devenue une glace dure, une envie de me battre. J'ai continué mon petit jeu de carnet secret. Le faux, celui que je laissais traîner pour qu'elle le voie, disait toujours que j'étais à 2,5 ou 2,6 grammes par litre.
Le vrai, caché sous le tissu de ma Singer, enregistrait tout. C'est là que j'ai commencé à voir le schéma, clair comme de l'eau. Chaque fois que Sylvie venait pour son rôle de bonne samaritaine, mon corps criait « Tiens, maman, j'ai fait ce jus de fruits frais, c'est bon pour les vitamines ?» ou « Mange donc ces morceaux de mangue, c'est excellent pour la santé. » Elle me regardait boire, elle me regardait manger, et puis elle souriait. C'était un sourire de victoire lente. Je me piquais juste après. Souvent, je me sentais coupable en voyant le chiffre exploser. 2,5, 2,70. Une fois, 2,78. J'essayais de raisonner. Ce n'était que des fruits, non? Sylvie avait raison, c'est plein de vitamines. Mais pourquoi ça me mettait à plat, alors? Pourquoi je devais m'allonger, le cœur qui cognait, la bouche sèche? J'ai commencé à tester. Je prenais mon repas, ma petite portion de poire que je m'étais préparée. Mon taux restait sage, 1,3 g par litre. Vraiment bien. 45 minutes après, elle arrivait. « Tu as mal mangé, maman. Laisse-moi te faire ce verre de jus d'orange frais. Il te faut de l'énergie. » J'ai bu. Juste après, je me suis piquée à nouveau. 2,78. Exactement. Mon cœur a fait un bond. C'était bien elle. C'était bien le fruit qu'elle me donnait. J'ai pensé que j'étais en train de devenir folle. Comment ma propre fille pouvait me faire ça, avec des fruits? C'était tordu. C'était un poison déguisé, en bonne intention. Je me suis dit, à chacun sa croix. Mais là, c'était ma croix qu'elle me forçait à porter. Je savais qu'il était impossible de parler au médecin de la mutualité. Une vieille dame qui accuse sa fille d'empoisonnement avec des fruits, il me mettrait un dossier « délire de sénilité » et ça finirait là. J'avais besoin d'une preuve et d'un avis extérieur, loin de Lyon, où Sylvie était connue comme la femme d'affaires modèle qui prenait si bien soin de sa vieille mère. J'ai attendu le samedi, le marché Saint-Antoine. J'ai mis ma meilleure tenue, celle qui ne tremblait pas trop. J'ai fait semblant d'avoir du mal à marcher, pour que Sylvie pense que je n'allais pas loin. Je suis allée voir Monsieur Armand. Il tenait son petit stand de produits naturels, des huiles, des épices, des tisanes. Je le connaissais depuis des années, toujours honnête, toujours le sourire. J'ai attendu qu'il n'y ait plus personne. « Monsieur Armand, j'ai besoin de votre aide, c'est vital. » J'ai baissé la voix et je lui ai raconté mon problème. Pas tout de suite l'histoire de Sylvie, non. J'ai d'abord parlé de mes taux qui montaient sans raison. Je fais tout bien, monsieur Armand. Je prends mes médicaments, je marche mes 30 minutes, je mange des fruits, des poires, des fraises. Et pourtant, après les fruits, mon corps tremble, mes chiffres s'affolent. 2,6 g par litre, 2,7. Monsieur Armand m'a regardé longuement. Il avait été pharmacien avant de prendre sa retraite et de tenir ce stand. Il connaissait son affaire. Il m'a fait asseoir sur un petit tabouret. « Madame Vasseur, le diabète, ce n'est pas seulement quoi manger, c'est comment et combien. » Il a pris une petite feuille qu'il avait sous son comptoir. Dessus, il y avait 2 listes, une verte et une rouge. « Regardez, il m'a dit. Ça, c'est l'indice glycémique. l'IG. Plus c'est haut, plus ça vous tue. La Haute Autorité de Santé le dit bien. » Il m'a montré la liste verte. Les fraises, les poires, c'est bien. Leur IG est bas, ça passe. Mais la portion, Madame Vasseur, la portion. Il a tapé du doigt sur un chiffre. Votre portion ne doit jamais dépasser 120 g de fruits par prise. C'est la règle de base. Puis il est passé à la liste rouge. J'ai senti le froid dans mon ventre. Et puis, il y a les fruits qui sont des bombes de sucre, même s'ils sont naturels. Le raisin, la mangue, la banane, l'ananas. J'ai avalé ma salive. La banane. Oui, ma fille m'en donne. Des bananes entières. Et des smoothies revitalisants.
elle dit. Monsieur Armand a hoché la tête, gravement. Les jus de fruits, même pressés à la maison, c'est le pire, Madame Vasseur. C'est comme boire du sirop. L'organisme absorbe le sucre sans la fibre. C'est le pic assuré. Il m'a regardé droit dans les yeux. Si vous dépassez régulièrement 2,5 grammes par litre, vous êtes en danger de mort rapide. Votre corps est en train de s'empoisonner. Ce n'est pas une coïncidence. C'est là que j'ai tout déballé. La conversation, l'appartement, le calme effrayant de Sylvie, sa fausse gentillesse, les fruits en quantité industrielle, les smoothies suspects. Monsieur Armand a écouté sans m'interrompre. À la fin, il a refermé la liste. Il était pâle. C'est une chose terrible, Madame Vasseur. Je ne peux pas aller voir la police. Il n'y a pas de poison. C'est ma propre fille. J'avais les larmes aux yeux. Elle dirait que je délire. Elle ne délire pas, a dit Monsieur Armand. Elle exploite une ignorance médicale simple, mais c'est bien une tentative d'homicide lent. Il a réfléchi. Il faut que vous vous sauviez. Et pour ça, il faut vous soigner en secret. Et vous devez avoir des preuves. Il m'a donné un plan. Un plan de survie qui allait à l'encontre de tout ce que Sylvie m'avait forcé à faire. Votre objectif postprandial, après les repas, doit être en dessous de 1,6 g par litre. Il faut absolument atteindre ça. Manger seulement des cerises, des fraises, des poires, et jamais plus de 120 grammes. Et l'activité physique. J'ai remercié Monsieur Armand. Il n'a pas voulu être payé. Il m'a juste dit « Revenez me voir dans 3 jours, et soyez prudente. » Je suis rentrée à la maison, le sac rempli de fraises et de petites pommes. Ma tête ne tournait plus. La douleur, maintenant, elle était dans le cœur. Je n'étais pas seulement malade, j'étais la cible de ma propre chair. Dès que je suis rentrée, j'ai fouillé la poubelle, comme une voleuse. J'ai trouvé ce que Monsieur Armand avait prédit. Des emballages de jus de fruits exotiques. Ananas, mangue. Des fruits à IG très haut. Sylvie ne les pressait même pas à la maison. Elle achetait des concentrés sucrés pour ses smoothies revitalisants. J'ai pleuré en silence, derrière la porte de ma cuisine. C'était donc ça, ma fille. Elle n'avait rien à voir avec celle pour qui j'avais cousu des nuits entières, pour qui j'avais tant économisé. Elle me tuait pour des murs et de l'argent. Elle m'abandonnait pour 450 000 €, plus l'assurance vie. J'ai réalisé que je devais accepter la vérité la plus douloureuse. Ma fille était mon bourreau. Je ne pouvais plus reculer, je ne pouvais plus faire confiance. L'urgence est montée d'un cran. Le lendemain soir, Gérard était là, plus nerveux que d'habitude. Il pensait là que j'étais de plus en plus faible. Ça les rendait impatients. « Maman, » a dit Sylvie, avec une fausse tristesse. « Ton état se dégrade trop vite. Tu ne peux plus t'occuper de tes affaires. » J'ai appelé Maître Dubois, le notaire. Il passera dans 3 jours, juste après le déjeuner, pour la procuration de vente. La procuration. 3 jours. Ça permettra à Gérard et moi de gérer tes finances et ton futur, a ajouté Sylvie, me caressant la main. J'ai senti la nausée me monter. Il voulait sur l'appartement rapidement. J'ai réussi à articuler. « Oui, Sylvie, je suis très fatiguée. C'est difficile de gérer. » Dans la nuit, j'ai entendu leur voix dans le salon, sans bouger du lit. J'ai mis mes pieds diabétiques sur le sol froid et je me suis approchée de la porte. Gérard parlait de l'assurance vie que j'avais prise 10 ans plus tôt. « La prime est de 300 000 €, Sylvie. Le médecin conseil doit valider l'aggravation de son état d'ici la fin du mois. Si son taux reste aussi haut, c'est garanti. » Sylvie a répondu d'un ton sec. « Bien sûr qu'il restera haut. J'ai augmenté ses doses de vitamines. Il n'y a plus qu'à ce que Dupuis signe le bilan. 300 000 €, 450 000 €, 750 000 € pour ma mort. Et ce docteur Dupuis, un inconnu. »
Ils avaient organisé une visite médicale bidon pour avoir le papier de ma dégradation finale. Je n'avais plus 72 heures. J'avais moins que ça, car il fallait que je sois capable de leur faire face. J'ai pris ma décision. Je ne mourrais pas pour leur rénovation et leur assurance vie. Le combat commençait là. J'allais simuler la maladie tout en me reconstruisant en secret. J'ai commencé le plan de M. Armand. Le premier jour, j'ai jeté le jus de fruits de Sylvie derrière un géranium, dans un vieux pot vide. Elle ne pouvait pas le voir. Pour me nourrir, j'avais ma petite boîte de fraises, 120 grammes. J'ai mangé lentement. J'ai pris mon glucomètre avant. Il était à 1,65. Pas très bon, mais ça allait. Après, 1,58. Pour la première fois depuis des mois, j'étais proche de l'objectif de M. Armand, en dessous de 1,60. J'ai senti une petite étincelle. Ce n'était pas un médicament, c'était la connaissance qui me sauvait. J'ai recommencé à marcher dans mon appartement, très lentement. J'ai bougé mes bras, mes jambes, comme on me l'avait toujours dit. Le deuxième jour, j'ai continué. Ma cuisine, mes petites portions, mes fraises et mes cerises, c'est tout. J'ai mesuré mon taux le matin. 1,45. Je n'avais pas vu un tel chiffre depuis 1 an. J'ai pleuré de soulagement. Le poison s'en allait. Je devais faire semblant. Quand Sylvie est arrivée, je me suis traînée jusqu'au canapé, gémissant un peu. « Je suis si fatiguée, ma chérie. Je crois que la fin est proche. » Elle m'a donné le smoothie. J'ai fait semblant de le boire, mais j'ai utilisé un vieux truc de grand-mère. J'ai glissé ma langue entre mes joues et j'ai laissé le liquide couler dans mon sac, sous l'épaisse doublure de ma robe, juste au-dessus du micro. Elle a souri, satisfaite. « Tu as bien bu, maman. Tu verras, tu te sentiras mieux. » Je suis déjà mieux, ma fille, j'ai pensé. Infiniment mieux. J'ai acheté un petit enregistreur numérique, pas plus gros qu'un dé à coudre. Je l'ai glissé sous le canapé du salon, dans un endroit qu'elle ne regardait jamais. J'ai réussi à enregistrer Gérard et Sylvie, discutant des montants exacts, de la signature de la procuration et du docteur Dupuis. Il faut que ça soit réglé avant la fin de la semaine prochaine, disait Gérard. Oui, répondait Sylvie. Une fois qu'elle aura signé la procuration, on pourra faire ce qu'on veut de la maison. J'avais ma preuve, la preuve de la fraude financière, de l'intention. Maintenant, il fallait me préparer pour le face-à-face. Le notaire et le docteur Dupuis arrivaient le lendemain matin. Sylvie devenait agressive. Elle me trouvait trop alerte, malgré mes gémissements. Elle a insisté pour que je ne sorte pas de ma chambre. « Tu es trop faible, maman. Reste là. Ne t'inquiète pas, le docteur Dupuis est un spécialiste de ton état. Il va venir voir tes chiffres. » Elle voulait s'assurer que le faux bilan montrait ma dégradation. Ce matin-là, le jour du rendez-vous, j'ai pris ma dernière mesure en secret. J'ai appliqué à la lettre la règle des 120 grammes et j'avais marché dans l'appartement pendant 1 heure. J'ai pris le glucomètre, 1,3 grammes par litre. Un chiffre que je pouvais montrer à n'importe quel médecin honnête. C'était la preuve que je n'étais pas mourante. C'était la preuve que j'étais forte. J'ai enfilé ma robe en velours, celle que je gardais pour les grandes occasions. J'ai glissé le petit enregistreur dans ma poche, à côté de mon glucomètre. J'étais prête. Je n'étais plus la vieille couturière tremblante. J'étais Adèle Vasseur, et j'allais me battre pour ma vie. Sylvie est entrée dans ma chambre pour m'aider. Elle m'a regardée. Elle n'était pas sûre de moi. Son regard a glissé vers ma table de chevet. J'avais fait exprès de laisser mon glucomètre là, négligemment. Elle l'a pris. Elle a appuyé sur le bouton pour afficher le dernier résultat. 1,30. J'ai senti son corps se raidir. Ce taux était impossible. Après tout ce qu'elle m'avait donné ces derniers jours, j'aurais dû être à 2,5 au moins. J'étais en train de me rétablir. Elle s'est retournée vers moi. Son visage était méconnaissable. Ce n'était plus l'inquiétude,
C'était une fureur glaciale. Le notaire et le médecin arrivaient. Elle devait agir vite. J'ai fermé les yeux, faisant semblant de dormir profondément. J'ai senti sa présence dangereuse, juste au-dessus de moi. Elle savait que son plan était en train de s'effondrer. Elle savait que je n'étais pas mourante. Mais ce que Sylvie ignorait, c'est que je n'étais plus faible. J'étais armée. La partie la plus terrifiante n'était pas la confrontation, mais la question de savoir qui, de la mère ou de la fille, allait faire tomber l'autre. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes. J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. C'était un jeudi matin, juste après 9 heures. Le soleil montait doucement sur les toits de la Croix-Rousse, mais l'atmosphère dans mon T2 était lourde, écrasante. Mon salon, habituellement rempli de la lumière de Lyon, était devenu l'arène du jugement. Sylvie et Gérard attendaient Pat près de la table en acajou, leur visage affichant une impatience mal dissimulée. Sylvie était en tailleur chic, Gérard en costume gris, prêt à conclure l'affaire. Maître Dubois, le notaire, parcourait les documents de la procuration, l'air professionnel et distant. Le docteur Dupuis, un homme ventripotent à la cravate rouge, attendait son rôle. Je suis entrée, jouant mon rôle à la perfection. Je me suis traînée jusqu'au canapé, gémissant doucement, m'appuyant sur l'encadrement de la porte. Je devais avoir l'air d'une épave. Sylvie a souri, son regard se posant furtivement sur moi, satisfaite de ma dégradation apparente. C'était la dernière fois que je jouais cette farce. Avant de signer, maître Dubois, dis-je d'une voix étonnamment claire, coupant le silence. Je me suis redressée, écartant les mains de Sylvie qui tentait de m'aider. J'ai besoin de boire. Cette chaleur est insoutenable. Sylvie se précipita vers la cuisine. Ne t'inquiète pas, maman. Je t'ai préparé un de tes jus favoris, plein de vitamines. Tu te rappelles? Je n'ai pas bougé. Mon regard s'est ancré dans le sien. Mon corps, depuis des mois soumis au poison, retrouvait sa force. Non, Sylvie, pas de jus, juste de l'eau du robinet. Je n'ai pas confiance dans vos recettes. Le sourire de Sylvie vacilla, se changeant en surprise, puis en fureur glaciale. Gérard se pencha vers elle, les yeux plissés. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis levée du canapé, le corps droit. J'ai marché vers la table, le pas ferme que je n'avais pas eu depuis des années, et j'ai posé mon glucomètre au centre, juste à côté du stylo pour la signature. Maître Dubois, docteur Dupuis, j'ai dit, ma voix portant l'autorité que m'avait donnée ma survie. Je pense qu'avant de parler de ma dégradation et de cette procuration, nous devrions examiner la preuve que j'ai le plein contrôle de mes capacités. J'ai saisi l'appareil, je l'ai allumé. Le chiffre a flashé pour que tous le voient. 1,30 g par litre. Le docteur Dupuis s'agita sur sa chaise. Le notaire Dubois se pencha pour mieux voir. « C'est un taux sain, n'est-ce pas, docteur? Pour une femme de mon âge ?» J'ai fixé Dupuis. Un taux que je n'avais pas eu depuis des années, n'est-ce pas, Sylvie? Vous qui m'avez vu constamment à 2,5 ou 2,6. Dupuis, sentant le piège, bégaya. « Les chiffres peuvent varier. Cela ne signifie rien. Madame Vasseur est toujours très fragile. » Fragile? J'ai ouvert la petite valise que j'avais apportée. J'en ai sorti mon journal de bord secret, relié avec un ruban de soie. Les chiffres varient quand on me force à ingérer des doses mortelles de sucre. J'ai ouvert le petit cahier. Regardez, il y a 72 heures, après votre smoothie soi-disant revitalisant, mon taux était de 2,78 g par litre. Une dose suffisante pour m'envoyer aux urgences. Pourquoi? Parce que ma fille, aidée par Monsieur Gérard Léger, m'a administré des fruits à indice glycémique très élevé. Mangue, ananas, banane, souvent sous forme concentrée en jus, dans des portions dépassant largement les 120 grammes recommandés par la Haute Autorité de Santé. Sylvie explosa.
Elle est folle, maître Dubois. Elle délire. Ce sont des vitamines, des fruits. Elle est sénile. » Gérard, pâle, essaya de la retenir. « Tais-toi, Sylvie !»« Non, ce n'est pas de la folie, c'est de la preuve. » J'ai rétorqué. J'ai mis sur la table le petit enregistreur numérique, noir, pas plus gros qu'un dé à coudre. J'ai appuyé sur lecture. La voix nette, métallique, inoubliable de Sylvie s'est élevée dans le salon. Le médecin conseil doit valider l'aggravation de son état d'ici la fin du mois. La prime est de 300 000 €. Si son taux reste aussi haut, c'est garanti. Puis la voix de Gérard. Et quand elle aura signé la procuration, on pourra vendre l'appartement à 450 000 €. On approche les 750 000 €. Le silence qui a suivi était total. Le notaire Dubois se tenait la tête, regardant le couple avec une horreur totale. La porte de l'appartement s'est ouverte. 2 officiers de la police judiciaire de Lyon sont entrés, le commissaire Lefebvre en tête. Derrière eux, Monsieur Armand. Monsieur Armand a été mon contact avec la police. J'ai expliqué, me tournant vers ma fille et mon gendre. J'avais besoin d'un allié qui connaisse les chiffres. Sylvie s'effondra, les mains couvrant son visage. « Maman, maman, regarde-moi !» cria-t-elle, ses mots se transformant en un sanglot. Elle rampa vers moi, tentant de me prendre la main. « Je suis ta fille. Tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tous ces soins, pense à tes petits-enfants. Tu vas les laisser sans mère ?» L'appel au cœur maternel résonna désespérément dans la pièce. Un dernier effort pour me manipuler. J'ai reculé d'un pas, regardant ma fille avec une clarté terrible, dénuée de tout amour maternel, remplie d'une autorité nouvelle. Ma voix, ferme et tranchante comme l'aiguille de ma Singer, brisa le lien pour toujours. La femme que j'ai élevée est morte le jour où elle a vu dans sa mère un chèque de 750 000 €. Ce n'est pas ma fille qui est devant moi. C'est une criminelle qui a planifié ma mort avec des bananes et du jus d'ananas. Je ne vous connais plus. Le commissaire Lefebvre s'avança vers le couple. Sylvie Léger, Gérard Léger, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide aggravée par empoisonnement lent et fraude financière. Les policiers ont placé les menottes à Sylvie et Gérard. Le docteur Dupuis, lui aussi pris de panique, a tenté de s'échapper par la cuisine, mais un autre officier l'a rattrapé dans le couloir. Sylvie et Gérard furent emmenés, leurs murmures de dénégation et leurs plaintes s'éteignant dans l'escalier. Maître Dubois a annulé immédiatement les documents, tamponnant la procuration d'un grand « annulé » rouge. La pièce a retrouvé un silence absolu, seulement rompu par ma propre respiration, enfin, légère. Les conséquences de cette matinée furent rapides et dévastatrices. Sylvie Léger et Gérard Léger furent jugés et condamnés. Gérard, l'instigateur financier, fut condamné à 12 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté pour tentative d'homicide et fraude. Sylvie, reconnue coupable d'avoir administré sciemment le poison glycémique, reçut une peine de 8 ans. Le docteur Dupuis perdit immédiatement son droit d'exercer et fut condamné pour complicité. Le couple fut ruiné. Ils furent obligés de verser à Adèle une indemnisation de 180 000 € pour dommages moraux et préjudices corporels, et leurs biens restants furent saisis. La honte sociale fut totale. Dans le quartier de la Croix-Rousse, où ils avaient tenté de se bâtir une réputation de respectabilité, les gens traversaient la rue pour les éviter. La famille de Gérard coupa tout lien, horrifiée par la bassesse du crime. Sylvie et Gérard purgent leur peine dans des établissements différents, complètement isolés de la vie qu'ils avaient tant convoitée. 2 ans après cette matinée, à l'âge de 73 ans, j'étais une femme nouvelle. Grâce à l'application stricte du protocole alimentaire d'IGBA et de contrôle des portions, ma santé se stabilisa au-delà de toutes les attentes. Mon taux de glycémie,
qui planait à 2,60 grammes par litre quand ma fille me soignait, se maintient désormais à 1,20 en moyenne. Mon objectif postprandial de 1,60 est la norme, et je n'ai plus de douleurs neuropathiques. J'ai perdu 6 kilogrammes, et l'énergie retrouvée me permet de marcher 1h30 chaque matin sans fatigue. Je continue ma metformine, mais c'est ma discipline et la connaissance qui me sauve chaque jour. L'appartement que Sylvie et Gérard convoitaient pour 450 000 € n'est plus un lieu de solitude. J'ai utilisé une partie de l'indemnisation pour le transformer en une association que j'ai nommée le Cercle Armand, en hommage au seul homme qui m'ait cru. Nous sommes un centre d'éducation sur le diabète et l'abus des personnes âgées. J'organise des ateliers pour apprendre aux autres personnes diabétiques, isolées, comment décrypter les étiquettes et surtout, comment contrôler les portions dangereuses. La fameuse règle des 120 grammes de fruits à IG bas. Aujourd'hui, j'aide plus de 150 personnes. Je ne suis plus la vieille couturière tremblante. Je suis Adèle Vasseur et j'ai transformé la maison qui était destinée à être ma tombe en un lieu de résilience et de savoir. Je ne suis pas amère. J'ai renoué avec mes petits-enfants, leur expliquant que l'amour ne se monnayait pas. J'ai gardé contact avec Monsieur Armand, qui vient donner des conférences sur la nutrition. Ma vie est simple, mais elle est pleine. Je couds toujours un peu, mais maintenant pour faire des pochettes pour les glucomètres de mes amis du Cercle Armand. Le soleil lyonnais inonde mon salon chaque après-midi, réchauffant la vieille cheminée en marbre. Je suis assise sur le canapé, buvant une tisane aux herbes sèches que Monsieur Armand m'a donnée, le carnet de mes chiffres posé à côté de moi. Sylvie avait planifié ma mort pour hériter de 750 000 €. Ironiquement, le plan de ma fille m'avait forcé à me battre, à apprendre et à vivre. J'ai non seulement survécu, mais j'ai prospéré. Ce n'est pas le pardon qui guérit, c'est la justice. Elle voulait m'enterrer pour l'argent, me laissant mourir lentement, avec de bons fruits. Mais ce qu'elle a enterré, c'était ma peur, mon ignorance et ma soumission. Aujourd'hui, ma maison est dédiée à sauver ceux qu'elle aurait voulu sacrifier. La vengeance la plus complète, je le sais maintenant, est celle qui se construit. Non pas avec le sang et les larmes, mais avec la connaissance et la liberté retrouvée. Je suis Adèle Vasseur, j'ai 73 ans, et ma vie ne fait que commencer. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.